Il est temps de te comporter en homme, pour de vrai. Mon père a ricané après m'avoir jeté hors de son camion, m'abandonnant dans les bois. 12 ans plus tard, il voulait mon aide. Alors, je suppose que je devrais commencer par le début. Moi, 30 ans, homme, j'ai grandi dans une maison où j'avais l'impression de vivre avec un sergent instructeur qui avait un faible pour sa recrue étoile, mon jeune frère, 28 ans, homme, Jared. Dès le premier jour, ce gamin ne pouvait rien faire de mal. Papa le traitait comme s'il était le cadeau de Dieu à l'humanité, alors que j'avais droit au « tu es une déception » spéciale tous les jours. Mon père était le genre de type qui pensait que crier résolvait les problèmes, et se comporter en homme était la solution à tout, d'un bras cassé à la dépression. Maman n'était pas d'une grande aide non plus, elle prenait toujours le parti de Jared et lui trouvait des excuses. Jared est juste sensible ou Jared a besoin d'un soutien supplémentaire. Pendant ce temps, je ne pouvais même pas me faire conduire à l'école quand il pleuvait à verse. J'ai dû marcher 3 kilomètres sous un orage une fois parce que maman était occupée à conduire Jared à son entraînement de soccer. J'ai attrapé une pneumonie après ça, et papa m'a quand même traité de faible pour avoir manqué l'école. Et Jared, ce petit crétin, savait exactement ce qu'il faisait. Il attendait que nos parents ne regardent pas, puis cassait mes affaires et m'en accusait. Quand j'avais 14 ans, il a délibérément effacé ma dissertation de l'ordinateur familial la veille de la date limite. Quand j'ai essayé d'expliquer ce qui s'était passé à mon professeur, j'ai eu une retenue pour avoir trouvé des excuses. Une autre fois, il a volé les $120 que j'avais économisés en tondant les pelouses pendant des semaines. Quand j'ai trouvé la boîte vide dans sa chambre et que je l'ai confronté, il a couru vers maman en pleurant en disant que j'avais fouillé dans ses affaires et l'avait accusé de vol. Maman a fouillé sa chambre à contre-cœur, mais a commodément manqué le nouveau jeu vidéo qu'il avait acheté avec mon argent. Le favoritisme était si flagrant qu'il en était presque comique. Ma sœur, 31 ans, femme, Claire, voyait ce qui se passait. Elle était plus âgée que moi et assez intelligente pour rester discrète. Parfois, elle me lançait des regards à travers la table à manger quand papa me démolissait pour une connerie, comme ne pas tondre la pelouse en parfaite ligne diagonale. Elle savait que c'était dégueulasse, mais TBH, je ne lui en veux pas de ne pas s'être interposé. Papa avait cette façon de faire regretter aux gens de lui tenir tête. Papa avait toute une philosophie sur l'éducation des vrais hommes, ce qui signifiait essentiellement me traiter comme de la merde tout en laissant Jared se la couler douce. Quand j'avais 14 ans, papa m'a fait reconstruire notre terrasse en plein été, pendant que Jared jouait à des jeux vidéo à l'intérieur avec la climatisation à fond. J'ai fait un coup de chaleur, et papa a juste versé de l'eau sur moi et m'a dit de me remettre au travail. Bon temps. L'école était mon échappatoire. J'étais en fait assez bon à ça, surtout en mathématiques et en sciences. Mes professeurs disaient que j'avais du potentiel, mais papa se foutait de mes notes. La seule fois où il a remarqué mon bulletin scolaire, c'est quand j'ai eu un C+. Il m'a fait tout un discours sur la façon dont j'embarrassais le nom de famille. Pendant ce temps, Jared réussissait à peine la plupart des matières, mais il était félicité pour son B-. Quand j'ai eu 18 ans, les choses sont allées de mal en pis. Papa m'a annoncé cette bombe que je devais commencer à payer un loyer, $600 par mois plus les services publics et l'épicerie. Pendant ce temps, Golden Boy Jared n'avait pas à payer un sou ni à lever le petit doigt à la maison. Papa a dit que c'était parce que Jared se concentrait sur sa bourse de football, mais je me cassais le cul à l'école aussi. Alors voilà, j'essayais de terminer ma dernière année tout en ayant 2 emplois. Je faisais comme 30 à 35 heures par semaine en plus des cours. Mes notes ont baissé. Je dormais peut-être 4 à 5 heures par nuit et j'ai commencé à avoir ces migraines de tueur. Papa a juste dit que j'étais faible et que je devais me durcir. Au moment de la remise des diplômes, j'étais pratiquement un zombie ambulant, j'ai perdu comme 10 kilos, des cernes sous les yeux comme si on m'avait frappé aux 2. Maman agissait parfois comme si elle était inquiète quand papa n'était pas là, mais elle ne faisait jamais rien pour aider. Jared se contentait de sourire quand papa faisait des commentaires sur le fait que je ne faisais pas ma part, même si je contribuais littéralement aux dépenses du ménage. Claire me glissait parfois une boisson énergisante ou s'occupait d'une de mes corvées, mais elle allait bientôt à l'université et avait ses propres affaires à régler. Le pire n'était même pas la fatigue physique, c'était de savoir que quoi que je fasse, ce ne serait jamais assez bien. Jared pouvait péter l'hymne national et être félicité pour son talent musical, mais je pouvais travailler comme un forcené et être toujours l'échec de la famille. Je me souviens d'une fois où j'ai réparé le camion de papa quand l'alternateur est tombé en panne. J'ai passé tout mon samedi à essayer de comprendre, je me suis couvert de graisse, j'ai écorché mes jointures,
mais j'ai réussi à le faire fonctionner. La réponse de papa, il était temps. Même pas un merci. Le lendemain, Jared a sorti les poubelles, et, je ne plaisante pas, papa s'est extasié sur le fait que son fils devenait responsable. Le 2 poids, 2 mesures était insensé. Puis la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée environ 2 mois après l'obtention de mon diplôme. Nous avons eu une dispute monstre qui aurait dû être mon signal de fuir à toutes jambes. Je venais de terminer un double quart de travail au restaurant et je suis rentré à la maison mort de fatigue vers minuit. Tout ce que je voulais, c'était dormir quelques heures avant mon quart de travail du matin, mais quand je suis arrivé dans ma chambre, j'ai trouvé Jared qui portait ma seule paire de bottes de travail décentes, traînant de la boue partout. Maintenant, ce n'étaient pas des bottes chic ou quoi que ce soit, mais elles m'avaient coûté une journée entière de salaire et étaient les seules que j'avais qui ne me donnaient pas d'ampoule pendant des quarts de travail de 8 heures. J'étais furieux mais trop fatigué pour une bagarre, alors je lui ai juste dit de les enlever et de les nettoyer. Le petit crétin a souri et a délibérément piétiné une flaque qu'il avait déjà faite sur mon plancher. C'est là que j'ai craqué. J'ai commencé à lui crier dessus. Papa a dû nous entendre parce qu'il est arrivé en trombe comme si j'étais en train d'assassiner son fils chéri. Il n'a même pas demandé ce qui s'était passé, il a juste commencé à me démolir sur le fait que je devais respecter l'espace de mon frère dans ma chambre et que je devais me taire et contrôler ma colère. Quand j'ai essayé d'expliquer que c'était mes bottes de travail dont j'avais besoin pour demain, papa les a attrapées et les a jetées à la poubelle, me disant d'en acheter une autre paire comme si je pouvais juste sortir de l'argent de mon cul après lui avoir versé la majeure partie de mes chèques de paie en loyer. J'ai finalement craqué et je lui ai dit exactement ce que je pensais de sa façon d'être parent. Qu'il était une excuse pathétique de père qui prenait plaisir à me démolir tout en dorlotant son précieux enfant chéri. J'ai dit toutes les choses que j'avais retenues pendant des années. Je lui ai dit que Jared était en train de devenir une sangsue inutile à cause de lui. J'aurais probablement dû voir ce qui allait arriver. Papa s'est mis juste devant moi, toutes les veines saillantes sur son front, me défiant de faire quelque chose, comme s'il espérait que je frapperais en premier. Je n'ai pas mordu à l'hameçon, mais ça n'a pas fait de différence. Cher vieux papa a décidé qu'une leçon de respect était nécessaire. Rien ne vaut une famille fonctionnelle comme votre père qui tabasse son fils adulte à cause d'une paire de bottes, n'est-ce pas? Il m'a pas mal secoué dans le salon. Maman a juste emmené Jared dans l'autre pièce pour qu'il n'ait pas à voir ça, à Dieu ne plaise que l'enfant chéri soit témoin des problèmes de colère de papa en action. J'ai réussi à m'en sortir avec juste un nez ensanglanté, une lèvre fendue et ce qui allait devenir un œil au beurre noir assez impressionnant. Environ une semaine plus tard, quelque chose d'étrange s'est produit. L'attitude de papa a complètement changé. Pas gentil, exactement, mais moins un crétin que d'habitude. Il m'a même acheté de nouvelles bottes de travail sans rien dire de notre dispute. Il a commencé à me poser des questions sur mes emplois, m'a même complimenté quand j'ai réparé le robinet qui fuyait dans la salle de bain. J'aurais dû me douter de quelque chose. Les léopards ne changent pas leurs tâches, et mon père était fondamentalement un léopard avec des problèmes de colère et une calvitie naissante. Mais quand vous avez passé toute votre vie à essayer d'obtenir l'approbation de votre père, même la plus petite miette ressemble à un festin, alors j'ai joué le jeu en pensant que peut-être me faire botter le cul avait d'une manière ou d'une autre été un tournant. Puis, un vendredi, il arrive avec tout un plan pour que nous tissions des liens lors d'un voyage de pêche, juste moi et lui, d'homme à homme. Il a dit qu'il s'était rendu compte que je travaillais dur et qu'il voulait renouer avant que je ne passe à autre chose dans ma vie. Je dois admettre qu'une partie de moi l'a cru. Quand vous êtes élevé par quelqu'un comme ça, il y a toujours cette petite voix stupide qui espère que peut-être cette fois sera différente. Alors j'ai appelé et je me suis fait porter malade à mes 2 emplois, ce que je ne faisais jamais, et nous avons emballé son camion et nous nous sommes dirigés vers ce lac à environ 3 heures de la maison. Et là, je pensais que j'allais me faire interviewer par le docteur Phil. J'avais complètement tort. Pendant tout le trajet, il se comporte normalement. Il n'a pas dit un mot, mais je pensais qu'il rassemblait ses pensées, vous savez? Ça doit être difficile pour lui d'être un bon père après m'avoir battu, alors je lui ai laissé du temps. Mais ensuite, nous nous sommes arrêtés pour de l'essence au milieu de nulle part, un de ces endroits avec rien que des arbres à des kilomètres à la ronde. Dès qu'il a mis le camion au point mort, toute l'attitude de papa a changé. Ce faux comportement normal a disparu en un instant, son visage se tordant en ce mépris que je connaissais mieux. Avant même que je puisse demander ce qui se passait, il s'est penché sur moi, a ouvert ma porte et m'a littéralement jeté hors du camion. J'ai trébuché et je suis tombé lourdement sur le gravier. Quand j'ai levé les yeux, confus, il jetait ma bouteille d'eau vide après moi. Il est temps de te comporter en homme,
pour de vrai, a-t-il ricané. Si tu es assez dur pour me répondre, voyons si tu es assez dur pour retrouver ton chemin jusqu'à la maison. Considérez ceci comme votre cadeau de fin d'études, la liberté de la famille pour laquelle vous êtes si ingrat. Puis il a ri et a ajouté, peut-être qu'ici, tu auras enfin des couilles puisque rien de ce que j'ai fait n'a fonctionné. Ne te donne pas la peine de revenir tant que tu n'en as pas. Je me suis tenu là, le cul dans la poussière, regardant le camion de mon père disparaître sur la route. Mon portefeuille, mon téléphone, tout était encore dans mon sac à dos dans son camion. La réalisation que tout ce voyage de rapprochement était planifié depuis le début juste pour me larguer au milieu de nulle part m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. C'est à ce moment-là que j'ai finalement compris, mon père n'a jamais voulu réparer notre relation. Il voulait juste me briser une dernière fois. Alors me voilà, debout dans un nuage de poussière, regardant le camion de mon père disparaître sur la route. La station-service était l'une de ces stations automatisées, pas de magasin, pas de préposés, juste quelques pompes avec des lecteurs de cartes. Littéralement rien que des arbres et une route vide s'étendant dans les deux sens. Après que le choc initial se soit dissipé, j'ai vérifié mes poches. J'avais peut-être 17 $ en espèces, de la charpie et un bâton de gomme. Pas de téléphone, pas de portefeuille, pas de bouteille d'eau à part celle vide qu'il m'avait jetée. Pas vraiment l'équipement de survie idéal. La température baissait aussi. Nous étions à la mi-septembre, et bien que les journées soient encore chaudes, les nuits étaient assez froides dans cette partie de l'État. J'ai passé une bonne dizaine de minutes à regarder la route dans les deux sens, essayant de comprendre quel chemin pourrait mener à la ville. J'ai commencé à marcher le pouce levé chaque fois que j'entendais une voiture, mais la circulation était pratiquement inexistante, comme peut-être une voiture toutes les 30 minutes, et aucune d'entre elles ne s'est arrêtée. On ne peut pas vraiment leur en vouloir, un type au hasard avec un œil au beurre noir sur une route déserte ne crie pas exactement un trajet sûr. Après environ 2 heures de marche, mes pieds commençaient déjà à avoir des ampoules. Je sentais cette zone sensible familière sur mes talons. Le soleil commençait à se coucher, et je commençais à me demander si je devrais trouver un moyen de dormir dans les bois. Je ne vais pas mentir, cette pensée était assez terrifiante. J'ai aperçu quelque chose à travers les arbres, une route à environ 1 kilomètre. J'ai trouvé ce minuscule dépanneur attaché à ce qui ressemblait à la maison de quelqu'un, tout droit sorti d'un film d'horreur, mais on ne fait pas la fine bouche quand on est mendiant. Le vieil homme derrière le comptoir m'a jeté un coup d'œil. Mon visage était encore amoché à cause de la bagarre avec mon père. J'étais couvert de poussière de la route et j'avais probablement l'air à moitié mort d'avoir marché pendant des heures. J'ai inventé des conneries sur la façon dont mes copains m'avaient fait une blague pendant un voyage de camping et m'avaient laissé derrière eux. Je ne suis pas sûr qu'il m'ait cru, mais il m'a laissé utiliser le téléphone du magasin. Tout d'abord, j'ai essayé d'appeler à la maison. Maman a décroché, et je n'oublierai jamais ce qu'elle a dit. J'ai commencé à expliquer ce que papa avait fait, m'attendant à ce qu'elle soit choquée ou inquiète ou qu'elle ait littéralement une réaction humaine normale. Au lieu de cela, elle s'est mise sur la défensive, disant que papa avait déjà appelé et lui avait raconté toute l'histoire sur la façon dont j'avais piqué une crise de colère quand il m'avait demandé de l'aider à décharger le camion et que j'avais besoin d'apprendre le respect et d'être un homme. Une fiction complète, mais elle a gobé ça. Quand j'ai essayé de lui dire la vérité, elle a juste dit que j'avais besoin de me débrouiller et que j'étais assez grand pour me prendre en main. Puis elle m'a raccroché au nez. C'est là que ça m'a vraiment frappé, ils étaient tous les deux totalement d'accord avec ça. Ils l'avaient planifié ensemble. Je n'ai jamais été le fils qu'il voulait, alors il me jetait littéralement. Le propriétaire du magasin me lançait un regard de pitié, mais je devais me ressaisir. J'étais sur le point d'appeler Claire, mais je savais qu'elle ne pouvait pas faire grand-chose, et je ne voulais pas la mettre au milieu de ce bordel. Alors j'ai appelé la seule personne que je connaissais qui m'aiderait vraiment, mon oncle Jacques, le frère de mon père. Il ne s'était pas parlé depuis des années parce que l'oncle Jacques dénonçait toujours le style d'éducation de merde de papa. L'oncle Jacques avait essayé de rester en contact avec moi, mais papa rendait toujours ça difficile. J'avais encore son numéro en mémoire, cependant. Il a décroché à la 3e sonnerie, et je lui ai tout expliqué, où j'étais, ce qui s'était passé, tout. Il y a eu une longue pause. Puis il a juste dit, reste où tu es. J'arrive bientôt. Le propriétaire du magasin m'a laissé traîner jusqu'à ce que l'oncle Jacques se pointe, m'a même donné un Gatorade et un sandwich au frais de la maison. Quand la vieille Ford déglinguée de l'oncle Jacques a finalement débarqué dans le stationnement, il était presque minuit. Il m'a jeté un coup d'œil et n'a pas dit un mot, m'a juste fait un bref signe de tête et a ouvert la portière du passager.
Le trajet de retour a été surtout silencieux. Il a demandé si j'avais besoin de soins médicaux. J'ai dit non. Il a demandé si je voulais en parler. J'ai dit pas encore. Et c'est tout. Pas de pression, pas d'interrogatoire. C'était le silence le plus confortable que j'ai jamais connu. À peu près à mi-chemin du retour, j'ai finalement posé la question qui me trottait dans la tête toute la journée, savais-tu que mon père était comme ça? Je veux dire, j'ai toujours su que c'était un con, mais je ne savais pas qu'il irait aussi loin. Puis, après une minute, il a ajouté, ton père a toujours été jaloux de quiconque ne vénérait pas le sol sur lequel il marchait. Nous avons fait le reste du chemin jusqu'à chez lui en silence. Il vivait dans cette petite maison à environ 2 heures de chez mes parents. Il m'a montré sa chambre d'amis, qui était plutôt un bureau avec un canapé-lit, et a dit que nous réglerions les choses le matin. Alors que j'étais sur le point de m'écrouler, mort de fatigue après la plus longue journée de ma vie, il s'est arrêté à la porte et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, ton père ne savait pas quoi faire d'un fils qui pouvait penser par lui-même. C'est son échec, pas le tien. Puis il m'a laissé seul, et j'ai dormi pendant 14 heures d'affilée, le premier sommeil décent que j'avais eu depuis des mois. Cette première semaine chez l'oncle Jacques était bizarre en diable. J'espérais sans cesse que mon téléphone sonnerait avec maman appelant pour vérifier si j'allais bien. Ça n'est jamais arrivé. Le seul membre de la famille qui a communiqué avec moi était Claire, et ses textos étaient super prudents, comme si elle avait peur que quelqu'un les voie. J'ai appris plus tard que mes parents lui avaient dit que j'avais fugué après une dispute avec papa et qu'il me laissait de l'espace pour me calmer. Ouais, c'est ça. Plutôt qu'ils couvraient leurs arrières au cas où quelqu'un poserait des questions. Quoi qu'il en soit, l'oncle Jacques n'a pas perdu de temps avec les séances de lamentation. Le jour après mon arrivée, il m'a emmené me faire une nouvelle pièce d'identité puisque la mienne était dans le sac à dos avec lequel mon père était parti. J'ai dû passer par tout ce processus pour prouver qui j'étais sans document. Quelle plaie. Puis nous avons créé un nouveau compte bancaire auquel mes parents ne pouvaient pas accéder. Le 3e jour, l'oncle Jacques m'a ramené pour encaisser mes derniers chèques de paie de mes 2 emplois. C'était gênant. J'ai dû expliquer à mes gérants pourquoi j'avais soudainement disparu et ne reviendrais pas. L'oncle Jacques ne m'a jamais fait sentir comme un fardeau. Il n'était pas du genre chaleureux et douillet, plutôt du genre les actes sont plus éloquents que les mots, mais il m'a fait une place dans sa vie sans se plaindre. Il n'a jamais demandé combien de temps je comptais rester ou m'a rappelé que je dormais dans son bureau. Il s'est juste occupé des choses avec cette efficacité tranquille que j'ai vraiment respectée et appréciée. Environ une semaine après mon emménagement, il a mentionné qu'il y avait un poste vacant à l'usine où il travaillait. Rien de glamour, il s'agissait essentiellement de déplacer des objets lourds dans un entrepôt toute la journée, mais c'était payé 15 $ de l'heure avec de vrais avantages sociaux. C'était presque le double de ce que je gagnais au restaurant, en plus de ne pas avoir affaire avec des clients ennuyeux. J'ai sauté sur l'occasion. L'entrevue était une blague. Le gérant était un vieil ami de mon oncle, et il était assez clair que j'avais le poste avant même d'entrer. J'ai quand même dû faire tous les papiers, mais à la fin de la semaine, j'étais officiellement déployé. Le premier jour à l'usine a été brutal. Je pensais être en bonne forme grâce à tout le travail manuel que j'avais fait, mais c'était différent, 10 heures de levage, de transport et d'empilage dans un bâtiment avec une mauvaise ventilation. À midi, ma chemise était trempée de sueur. À la fin du quart de travail, j'avais l'impression que quelqu'un m'avait frappé le dos avec une batte de baseball. L'oncle Jacques m'a juste jeté des gants de travail quand nous sommes rentrés à la maison et a dit « Demain sera pire ». Les courbatures prennent une journée à se manifester. Il n'avait pas tort. Mais ce qui était bizarre, c'est qu'aussi exigeant physiquement que soit le travail, il était en fait moins stressant que ma situation antérieure. Les gars plus âgés à l'usine ne me traitaient pas comme de la merde. S'ils me voyaient avoir du mal avec quelque chose, ils intervenaient et me montraient une meilleure technique au lieu de me traiter de stupide ou de faible. De plus, le chèque de paie était solide. Après les impôts, je dégageais plus que suffisant pour commencer à épargner, même après avoir donné de l'argent à l'oncle Jacques pour le loyer, ce qu'il a essayé de refuser, mais j'ai insisté. J'étais déterminé à ne pas être un parasite comme mon frère. En parlant de mon frère, j'ai appris par Claire qu'il avait démoli le camion de papa 2 semaines après qu'il m'ait largué. Apparemment, il conduisait en état d'ébriété et l'a enroulé autour d'un arbre. D'une manière ou d'une autre, il s'en est sorti avec à peine une égratignure, et d'une manière ou d'une autre, mes parents n'étaient même pas fâchés à ce sujet. Papa a juste réparé le camion, et Jared n'a subi aucune conséquence. Classique.
3 mois après avoir commencé à travailler à l'usine, j'avais assez d'argent économisé pour acheter cette voiture merdique à l'un des gars au travail. Elle avait 320 000 km au compteur, la climatisation était brisée et la radio ne captait que 2 stations, mais j'en avais besoin. La première chose que j'ai jamais possédée directement. L'oncle Jacques m'a aidé à la réparer les fins de semaine, m'a appris à faire la vidange, à remplacer les plaquettes de frein, toutes ces choses pratiques que mon père n'a jamais pris la peine de faire. Après 6 mois, je cherchais des appartements. J'ai trouvé ce minuscule studio au-dessus d'une buanderie à environ 10 minutes de l'usine. Le bruit constant des machines à laver a pris un certain temps à s'y habituer, et tout l'endroit sentait l'assouplissant, mais le loyer était bon marché. J'ai signé le bail et j'ai emménagé avec rien qu'un matelas sur le plancher, une chaise pliante et de la vaisselle. L'année suivante a été consacrée à la routine, travailler, économiser, améliorer mon logement petit à petit. J'ai commencé à aller au gymnase régulièrement pour développer ma force pour le travail. Je n'essayais pas de devenir énorme, juste une force fonctionnelle. Entre ça et le transport de choses à l'usine toute la journée, j'ai pris environ 10 kilos de muscles. Je n'étais plus maigrichon, c'est sûr. L'oncle Jacques et moi sommes tombés dans cette routine où j'allais chez lui la plupart des dimanches. Nous regardions le match qui passait, nous réparions des choses chez lui, ou nous traînions juste. Il n'était pas du genre à avoir de grandes discussions à cœur ouvert, mais de temps en temps, il laissait tomber ses pépites de sagesse qui frappaient toujours fort. Claire et moi sommes restés en contact pendant tout ce temps. Elle était à l'université, ce qui était bien parce que ça voulait dire qu'elle n'avait pas à dealer autant avec nos parents. Elle appelait peut-être une fois par semaine, et nous nous racontions nos vies. Elle me tenait au courant des potins de la famille, comment Jared échouait à l'université communautaire mais que c'était la faute du professeur, comment les affaires de contracteur de papa battaient de l'aile mais qu'il était trop fier pour changer quoi que ce soit. J'écoutais mais je me sentais déconnecté de tout ça, comme si elle parlait d'une émission de télé que j'avais l'habitude de regarder. Vers le premier anniversaire de mon autonomie, j'ai été promu opérateur de machine à l'usine. Un meilleur salaire, moins de levage lourd, plus de compétences techniques. J'ai dû apprendre tous ces règlements, mais j'étais bon à ça. Cette première année seule, le plus grand changement n'était pas les choses extérieures comme l'emploi ou l'appartement. C'était de réaliser que toutes les conneries que mon père m'avait martelées dans la tête sur le fait que j'étais faible ou une déception étaient des conneries complètes. Il s'avère que j'étais assez capable quand je n'étais pas activement saboté par les personnes qui étaient censées me soutenir. Qui l'aurait cru? Alors après cette première année seule, les choses ont vraiment commencé à s'améliorer pour moi. À 24 ans, j'avais gravi les échelons pour devenir superviseur de quart de travail à l'usine. La promotion signifiait une augmentation importante du salaire et des responsabilités. Soudain, j'étais responsable de la planification, du contrôle de la qualité et de m'assurer que les quotas de production étaient atteints. J'avais environ 15 gars qui travaillaient sous mes ordres, certains d'entre eux avaient le double de mon âge. C'était gênant au début, surtout avec quelques types qui me voyaient encore comme le neveu de Jacques. Vers cette époque, j'ai aussi commencé à prendre des cours du soir au collège communautaire, étudiant la gestion d'entreprise. Le travail à l'usine rapportait bien, mais je n'essayais pas de détruire mon corps à long terme, comme je voyais que c'était le cas pour certains des travailleurs plus âgés, des gars dans la cinquantaine avec des problèmes de dos permanents, une perte auditive et des articulations bousillées à cause de 30 ans sur le plancher. Non, merci. Les cours étaient difficiles en plus de travailler plus de 50 heures par semaine, mais bien plus faciles que quand je devais gérer les conneries de mon père. J'ai même eu des A dans toutes les matières pour la première fois de ma vie. Pendant ce temps, Claire me tenait au courant du drame familial, qui s'améliorait de plus en plus, ou empirait de plus en plus, selon le point de vue. L'entreprise de contracteur de papa coulait. Il s'avère qu'être un crétin avec les employés et les clients finit par vous rattraper. Il avait perdu des comptes importants et se débattait pour rester à flot. Maman a dû trouver un emploi à temps partiel pour la première fois de sa vie, ce dont elle se plaignait apparemment constamment. Mais la vraie star du spectacle était Jared. Mon frère chéri avait pleinement réalisé son potentiel de raté complet. Après avoir abandonné le collège communautaire, il avait navigué entre des emplois au salaire minimum, ne restant jamais plus de quelques mois nulle part. Il avait 3 arrestations pour conduite en état d'ébriété à 22 ans, avait perdu son permis et dépendait maintenant complètement de nos parents pour le conduire. Claire a dit qu'il avait aussi développé un problème de pilule assez grave, bien sûr, mes parents étaient dans un déni total à ce sujet. Le meilleur? Chaque fois que Jared merdait, il blâmait quelqu'un d'autre, et mes parents le soutenaient à 100%.
Le patron l'a renvoyé pour être constamment en retard? Le patron en avait après lui. S'est fait arrêter pour avoir conduit avec un permis suspendu? Le flic le visait injustement. A échoué à un test de dépistage de drogue pour un emploi dans un entrepôt. Le test était évidemment faux. La folie était de niveau olympique. À 26 ans, j'étais directeur des opérations à l'usine, supervisant 3/4 de travail différents et gérant essentiellement l'endroit au jour le jour. Les propriétaires, dans la soixantaine, cherchaient à prendre une semi-retraite, ils étaient donc heureux de déléguer plus de responsabilités à quelqu'un de compétent. J'avais mon propre bureau et tout. J'avais aussi troqué mon studio contre un appartement convenable de 2 chambres, échangé ma Honda contre un nouveau Tacoma et j'avais de vrais meubles qui ne venaient pas de Goodwill. L'oncle Jacques était à peu près la seule vraie famille que je reconnaissais à ce moment-là. Nous suivions toujours notre routine du dimanche. J'essayais de le rembourser pour tout ce qu'il avait fait pour moi, mais il haussait toujours les épaules. La famille ne tient pas les comptes, disait-il. Ça m'a frappé fort considérant que mes vrais parents n'avaient fait que tenir les comptes toute ma vie. Claire a obtenu son diplôme universitaire et a trouvé un emploi en marketing à environ 1 heure de là où je vivais. Elle n'a pas emménagé avec moi ou quoi que ce soit, mais nous nous rencontrions pour dîner toutes les quelques semaines. C'était cool de la voir construire sa propre vie loin de nos parents. Elle était toujours en contact avec eux, mais les gardait à distance, appelant ça sa distance de santé mentale. Puis, à 28 ans, j'ai pris le plus grand risque de ma vie. Les propriétaires de l'usine ont mentionné qu'ils envisageaient de vendre l'entreprise et de prendre leur retraite complètement. Après avoir calculé des chiffres pendant des semaines et rencontré une banque, je leur ai fait une offre. Je n'avais pas les moyens d'acheter toute l'entreprise directement, mais je pouvais conclure un accord de partenariat avec une voie vers la propriété majoritaire. Ils ont accepté, en partie parce qu'ils savaient que je pouvais assurer le bon fonctionnement de l'endroit et en partie parce que former un nouveau directeur des opérations aurait été une corvée pour eux. 2 mois de paperasse et de réunions plus tard, je possédais 30% de l'entreprise où j'avais commencé à charger des camions. La première chose que j'ai faite a été d'embaucher l'oncle Jacques comme consultant principal avec un gros salaire. L'homme méritait de quitter le plancher après 40 ans de dur labeur. Il a essayé de refuser, disant qu'il n'avait pas besoin de charité, mais je lui ai dit que c'était une décision d'affaires intelligente de garder ses connaissances en interne. Cela l'a incité à accepter. La deuxième chose que j'ai faite a été de moderniser tout. Les anciens propriétaires avaient traîné les pieds pour mettre à jour l'équipement et les systèmes qui n'avaient pas changé depuis les années 90. J'ai investi une partie du capital dans de nouvelles machines, de meilleurs logiciels et des mesures de sécurité améliorées. Les travailleurs étaient plus heureux, la production a augmenté et les bénéfices ont suivi. Mon investissement était déjà rentable en 1 an. La vie était belle. J'avais une carrière dont j'étais fier, des gens qui me respectaient, un endroit confortable pour vivre et absolument aucun contact avec les gens qui ont essayé de me briser. Fin parfaite, non. Sauf que la vie ne se termine pas avec de jolis petits nœuds. Claire m'a appelé un mercredi soir, pas notre heure habituelle de rattrapage, alors je savais que quelque chose n'allait pas. As-tu vérifié tes courriels aujourd'hui, a-t-elle demandé, avec un son bizarre. J'avais été en réunion toute la journée. Je l'ai ouvert pendant que nous étions au téléphone et j'ai vu quelque chose provenant d'une adresse que je ne reconnaissais pas. Quand je l'ai lu, mon estomac est tombé. Après plus d'une décennie de silence, ma mère avait trouvé mon adresse courriel professionnelle et m'avait envoyé un message. Claire a confirmé qu'elle en avait reçu un aussi. Ils ont des problèmes, a-t-elle dit, de graves problèmes. Il s'est avéré que mes parents étaient passés de difficultés financières à un désespoir total. L'entreprise de papa avait finalement fait faillite. Ils avaient contracté une deuxième hypothèque sur la maison il y a des années et étaient sur le point d'être saisis. Mais la cerise sur le gâteau de ce syndicat, ils avaient beaucoup joué, comme vendre la bague de mariage de maman beaucoup, apparemment. Ils s'étaient convaincus qu'ils pourraient sortir du trou avec une grosse victoire. Et c'est là que Jared est intervenu. Mon frère, maintenant âgé de 28 ans et vivant toujours à la maison, avait contracté des dettes importantes auprès de personnes à qui vous ne voulez pas devoir d'argent. Il avait utilisé les cartes de crédit de mes parents sans permission, avait falsifié la signature de papa sur des documents de prêt et, en général, avait fait s'effondrer tout le château de cartes. Maintenant, ils en subissaient toutes les conséquences ensemble. Le courriel était ce à quoi on pouvait s'attendre, des mentions vagues d'urgence familiale et de moments difficiles sans aucune responsabilité réelle. Pas un seul nous sommes désolés de vous avoir abandonné, juste cette hypothèse que le sang l'emporterait sur tout et que je me précipiterais pour les renflouer.
Je l'ai supprimé sans répondre et j'ai dit à Claire que je ne m'impliquerais pas. Elle a compris, mais je pouvais dire qu'elle était stressée. Il faisait pression sur elle pour qu'elle me fasse entendre raison puisqu'elle était la seule à encore être en contact avec les deux camps. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, pas parce que je me sentais coupable, je ne leur devais rien du tout, mais parce que je n'arrêtais pas de penser à quel point tout cela était prévisible. Tout ce qui s'effondrait pour eux était la conséquence naturelle de la façon dont ils avaient vécu leur vie. Mon père a passé des années à me démolir tout en soutenant Jared comme l'enfant chéri. Maintenant, je prospérais, tandis que Jared s'était détruit et les avait entraînés avec lui. C'était presque trop parfait. 3 jours plus tard, mon téléphone professionnel a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. « Peter, c'est ta mère. » Et c'est là que le vrai drame a commencé. Pendant une seconde, je suis resté assis là sur ma chaise de bureau, je n'avais pas entendu sa voix depuis plus de 10 ans. Elle semblait plus âgée, fatiguée, mais elle avait toujours ce même ton qu'elle avait toujours utilisé quand elle voulait quelque chose, ce faux truc sucré qui me donnait la chair de poule. « Comment as-tu eu ce numéro ?» ai-je finalement demandé. Elle a complètement ignoré la question, s'est juste lancée dans tout un discours sur le fait qu'ils traversaient une période difficile et qu'ils avaient besoin de mettre le passé derrière nous parce que la famille doit rester unie. Tactique de manipulation classique, essayant de sauter directement la partie où ils m'ont jeté dans les bois et ont fait comme si je n'existais pas pendant 12 ans. Je l'ai laissé parler, sans dire un mot, en partie parce que j'étais encore en train de digérer que cela se produisait réellement et parce que je savais que ça la rendrait folle. Ma mère a toujours détesté le silence. Après environ 2 minutes de son laïus, elle a finalement abordé le sujet. Ils avaient besoin d'argent, beaucoup d'argent. La maison allait être saisie dans 3 semaines, l'entreprise de papa était en faillite et Jared avait pris de mauvaises décisions et qui avaient des conséquences financières. J'ai presque ri. Quand est la dernière fois que tu m'as appelé, maman, pour vérifier si j'allais bien ou peut-être pour voir si j'étais en vie? Elle s'est immédiatement mise sur la défensive. Tu sais comment est ton père. Il a sa fierté, et tu ne tendais pas la main non plus. Incroyable. C'est moi qui devais tendre la main après qu'il m'ait abandonné? La logique tordue qu'ils avaient. Combien, ai-je demandé, juste pour voir ce qu'ils pensaient que je valais. Nous avons besoin de 150 000 $ pour tout régler, a-t-elle dit, comme si elle demandait à emprunter 20 $. Nous pouvons établir un plan de paiement, bien sûr. Ouais, c'est ça, comme s'il rembourserait un jour le moindre centime. Je lui ai dit que j'y réfléchirais et j'ai raccroché. Puis j'ai appelé Claire. Elle a confirmé tout ce que maman avait dit sur leur situation financière, mais a ajouté les parties que maman avait commodément omises, comme le fait qu'ils avaient dilapidé leur fonds de retraite dans les casinos et que Jared avait volé leur carte de crédit pour rembourser des personnes vraiment louches. La situation était encore pire que ce que maman avait fait entendre. La semaine suivante, maman a appelé tous les jours, devenant de plus en plus désespérée. Papa n'a jamais appelé lui-même, trop fier je suppose, mais elle a continué à dire qu'il était inquiet et qu'il voulait faire amende honorable. Je n'y ai pas cru une seconde. Finalement, j'ai décidé de mettre fin à tout ça une fois pour toutes. J'ai dit à maman que je les rencontrerais à mon bureau ce vendredi pour discuter des options. Je n'avais absolument aucune intention de leur donner de l'argent, mais je voulais les voir en face à face. Peut-être qu'une partie de moi avait besoin d'une conclusion, peut-être que je voulais qu'ils voient ce que j'avais construit sans eux. Quoi qu'il en soit, il était temps de terminer ce chapitre de ma vie. Vendredi est arrivé, et ils se sont présentés à l'usine à l'heure. Je les ai regardés à travers la fenêtre de mon bureau pendant qu'ils se garaient dans une vieille Buick déglinguée. Papa avait perdu du poids, avait cet affaissement vaincu dans ses épaules que je n'avais jamais vu auparavant. Les cheveux de maman étaient devenus complètement gris. J'ai demandé à mon assistant de les amener à mon bureau. L'expression sur leur visage quand ils m'ont vu assis derrière ce grand bureau dans mon propre bureau valait presque toute la merde qu'ils m'avaient fait subir. Les yeux de papa se sont promenés, admirant les récompenses sur le mur, la vue de la fenêtre, tous les signes que je m'étais plutôt bien débrouillé sans lui. Maman faisait ce faux sourire, calculant probablement déjà combien elle pourrait me soutirer. « Peter, tu as bonne mine », a-t-elle commencé, tout en douceur. « Nous avons tellement pensé à toi. » Je n'ai pas pris la peine de faire de la conversation. Allons droit au but. Vous avez besoin de 150 000 $ ou vous perdez la maison. Jared a encore merdé, et vous n'avez plus d'option. Ça résume à peu près tout? Papa a finalement parlé. L'économie a durement frappé mon entreprise.
Nous avons fait des investissements qui n'ont pas porté leurs fruits. Ils ne pouvaient même pas admettre qu'ils avaient tout joué. Claire m'a tout dit, ai-je dit, sur les casinos, sur le fait que Jared a volé vos cartes de crédit, sur la deuxième hypothèque. Cela les a fait taire pendant une seconde. Maman s'est reprise la première. Tout le monde fait des erreurs, mais nous sommes une famille. La famille s'entraide dans les moments difficiles. C'est drôle comme je n'étais pas une famille quand vous m'avez laissé coincé au milieu de nulle part avec rien que les vêtements que j'avais sur le dos, ou quand papa m'a tabassé à cause d'une paire de bottes de travail, ou quand tu m'as raccroché au nez quand j'ai appelé à l'aide. Le visage de papa est devenu rouge. C'était différent. Tu devais apprendre à être un homme. Et qu'est-ce que Jared devait apprendre quand vous l'avez renfloué après chaque arrestation pour conduite en état d'ébriété, après qu'il vous ait volé, après qu'il ait démoli votre camion? Pas de réponse à ça, juste des mouvements inconfortables dans leur chaise. D'accord, ai-je dit calmement, vous avez besoin de 150 000 $ pour récupérer la maison, n'est-ce pas? Très bien. Je vais vous donner 250 000 $. Ils ont eu l'air choqués. 150 000 $ pour sauver la maison, 100 000 $ supplémentaires pour votre retraite. Alors ma mère a souri. Peter, je savais que tu te souciais encore de nous. Cependant, ai-je poursuivi, j'ai une condition. Je vais vous abandonner dans les bois. Si vous pouvez trouver votre chemin en dehors en 3 jours, je vous donnerai l'argent. Silence de mort. Alors mon père a claqué sa main sur le bureau. Petit bâtard ingrat. C'est comme ça que tu traites tes parents? J'ai haussé les épaules. Votre choix. Personne ne vous y oblige. J'ai appelé la sécurité pour les escorter à l'extérieur. Papa s'est en fait levé, le visage violet de rage. Petit morveux ingrat. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Tout ce que tu as fait pour moi. Je l'ai coupé. Tu veux dire comme me faire payer un loyer à 18 ans pendant que Jared vivait gratuitement, ou m'abandonner dans les bois, ou dire à maman de raccrocher quand j'ai appelé à l'aide? C'est tout? Maman a essayé une approche différente, tout en l'armée en manipulation. Peter, s'il te plaît, nous sommes sur le point de devenir sans abri. Jared a de vrais problèmes avec des gens dangereux. J'ai haussé les épaules. Votre choix. Personne ne vous y oblige. J'ai appelé la sécurité pour les escorter à l'extérieur, et depuis ce jour, j'ai cessé d'avoir de leurs nouvelles. Après leur départ, je suis resté assis dans mon bureau pendant longtemps, juste pour digérer. Je pensais que je me sentirais mal ou en conflit, mais je ne l'ai pas fait, je me suis juste senti fini, comme si j'avais enfin clos un chapitre qui était resté ouvert trop longtemps. J'ai appelé Claire ce soir-là pour lui faire le compte-rendu. Elle n'a pas été surprise non plus, a dit qu'ils préféreraient tout perdre plutôt que d'admettre qu'ils avaient tort sur quoi que ce soit. Une année s'est écoulée depuis. Je me débrouille très bien dans mon travail, et je n'ai plus entendu parler d'eux. Parfois, des nouvelles me parviennent encore, cependant. Claire et moi prenions un café ensemble chaque fois qu'elle me rendait visite un jour pour me dire que mes parents avaient tout perdu, je n'ai pas demandé de détails, je m'en fichais. Est-ce que je me sens mal pour la façon dont les choses se sont terminées pour eux? Pas du tout. Ils ont fait leur choix, j'ai fait les miens. Ils m'ont jeté en s'attendant à ce que j'échoue, mais au lieu de ça, j'ai construit quelque chose de mieux qu'ils n'en ont jamais eu. Le karma ultime n'est pas de leur prendre quelque chose, c'est de réussir si complètement qu'ils doivent vivre avec la connaissance de ce qu'ils ont jeté. Certains ponts restent brûlés pour une raison. Alors oui, c'est tout, Reddit. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin. J'apprécie vraiment. Eddie, je me suis réveillé avec vos MPS qui faisaient exploser mon téléphone LOL. Je ne m'attendais pas à ce que ça attire autant l'attention. Merci pour toutes les récompenses et les commentaires. Pour répondre à quelques questions fréquentes. Non, je n'ai pas entendu parler de Jared directement et je n'ai pas l'intention de le faire. Nous n'avons jamais été proches, même avant tout ça. Oui, je suis toujours copropriétaire de l'usine, et les affaires vont bien. Pour ceux qui disent que j'aurais dû aider mes parents quand même parce que ce sont toujours vos parents, je suis en total désaccord. L'ADN ne vous donne pas le droit d'exploiter quelqu'un que vous avez maltraité. Ils ont eu une chance de reconnaître leurs erreurs et ils n'ont même pas pu le faire. Et non, je ne pense pas avoir été trop dur. Ils m'ont littéralement abandonné dans les bois pour me donner une leçon.